Bonjour. Hello! Donc voici un nouvel épisode de Voices and Mosaïque, Voix mosaïque en français. Aujourd'hui, nous allons parler du Cambodge et j'ai décidé d'inviter une amie à moi, Monique. Enchantée, bah, merci de m'accueillir. Donc, je me souviens écrire. Moi, c'est Monique, ou Momo, comme vous préférez. Moi, je suis cambodgienne, donc d'origine de mes parents, mais je suis également française. Et je suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui pour qu'on puisse parler un peu de tout ça. Bah, merci à toi, surtout qu'actuellement, il y a énormément d'informations sur le Cambodge, parfois des fake news, et je m'étais dit pourquoi pas en parler avec quelqu'un qui a un peu plus de connaissances que moi-même ou les fake news. Trop bien. Donc on va commencer, on a quelques temps, donc n'hésite pas à répondre comme tu le souhaites, et puis voilà. Ok, trop cool. Donc ma première question est assez importante pour moi, c'est que signifie pour toi aujourd'hui d'être khmer dans un monde globalisé? Alors aujourd'hui, je pense que être porteur en fait d'une identité biculturelle, c'est un peu devenu un enjeu parce que bah, je suis née en France, mais en même temps, j'ai mon autre culture qui m'attend chez moi. Donc aujourd'hui, je pense que je suis un peu porteuse de mission parce que le but c'est un peu aujourd'hui dans un monde mondialisé, comment affirmer son identité dans un milieu du coup qui est devenu biculturel et comment l'affirmer et l'assumer. Et est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que c'est encore compliqué pour toi d'affirmer ton identité khmer en dehors de chez toi? Alors pendant longtemps, je me suis toujours demandé qui j'étais, en vrai. Parce que à la maison, tout était khmer, fallait parler khmer, les traditions, les cultures, on mangeait khmer, on mangeait pas français, mes parents ils savaient pas cuisiner, enfin ils savent toujours pas, cuisiner, des plats typiques français. Alors que, à l'école fallait switcher de langage, fallait, tout de suite, s'approprier, les cultures, la culture française. Ça veut dire qu'à la cantine chacun avait son plat, mais à la maison, il y avait plein de plats à la maison et on tapait un peu dans tout. Il y avait pas d'entrée, plat, dessert, voilà. Et on se sentait peut-être aussi un peu outsider, à l'école parce que moi, mon cas perso, j'ai grandi dans une cité. Ça veut dire que c'est un milieu hyper multiculturel, mais quand on est enfant, je pense que les différences, ça dénote pas mal. Du coup, bah, bien sûr, il y a beaucoup de remarques racistes, qui viennent, que ce soit sur ton physique, oui, sur ton physique, bah, en général, sur, ta langue. Sur tes lacunes aussi peut-être en français parce que quand t'apprends, quand t'es sur 2 langues, t'as plus de lacunes aussi, en français. Du coup, ça a été pas mal, difficile aussi, d'assumer le fait, d'être khmer et je me suis, pas mal cherchée, pendant ces années-là. Je continue, toujours à me chercher. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, du coup, tu t'assumes un peu plus, même Mmh. beaucoup plus qu'auparavant quand, tu m'en parlais déjà, au préalable. Et donc j'ai, envie de te poser la question sur est-ce que tu as toujours eu ce lien fort avec ton identité khmer? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as tendance à mettre beaucoup d'accessoires qui remet en avant ta culture, comme aujourd'hui ton foulard ou alors ton petit collier qui remet en avant le Mmh. Cambodge. Donc est-ce que c'est quelque chose pour toi qui s'est construit complètement avec le temps ou ça t'est venu d'un coup? Moi, c'est venu avec le temps parce que, quand j'étais petite, j'assumais pas. Je l'assumais pas, j'essayais plutôt de le cacher, quand on me demandait, les plats traditionnels, de mon pays, je disais, des plats chinois parce que c'était plus connu ou des plats vietnamiens parce que c'était plus accepté, en fait, parce que c'était plus mis en avant que les, plats cambodgiens, par exemple. Heu pareil, mes parents, j'évitais de donner quelconques infos sur eux, j'évitais de donner leur prénom par peur qu'ils se moquent, de la connotation, khmer. Donc pendant tout ce temps, c'était plutôt, j'essayais d'occulter ma culture et me dire: «Non, moi je suis française. Mmh. Je j'ai pas l'air française, mais je suis française». Et en fait, petit à petit, j'ai appris que, c'est ce qui me forgeait, c'est mes valeurs, c'était ma culture khmer parce que ça découle beaucoup de la religion bouddhiste aussi. Donc il y a beaucoup le respect des aînés, être en paix avec soi-même, c'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure. Et également j'ai appris aussi, bah, parce que mes parents ils c'est des survivants de guerre, donc du génocide, des Khmers rouges, que pendant longtemps l'identité khmer elle a été, effacée. Pas que par le gouvernement khmer, mais par d'autres pays également qui ont essayé, d'envahir, le Cambodge et faire en fait, tenter un nettoyage ethnique. Et alors qu'on a plein de belles choses, c'est beaucoup d'artisanat,
On a une belle cuisine, on est très fort en sport également, quoi d'autre? Même dans la mode, enfin plein de choses comme ça et j'ai appris qu'on avait beaucoup de belles choses à faire découvrir et que pendant longtemps ça a été et ça continue en fait. On essaye d'écraser cette identité quand même. C'est important ce que tu dis, puisque par exemple, quand on va dans des restaurants, ça peut être des restaurants vietnamiens ou chinois qui incorporent en fait quelques plats aussi khmer, qui Totalement. s'auto-approprient. Et je l'ai appris grâce à toi. Par exemple, le Lok Lak, qui Totalement. est par exemple mis en avant dans les restaurants chinois et viet comme étant les leurs, alors qu'au final, quand on remonte un peu plus loin, bah, on comprend que c'est cambodgien, donc ça vient du Cambodge, etc. Donc c'est aussi quelque chose où bah, tu m'as appris à aussi étudier certaines cartes ou certains plats pour aussi comprendre que tout ne vient pas que d'un seul et même pays. Et comme tu me le dis, bah, c'est peut-être aussi pour permettre à ce que ici en France, on accepte un peu plus de manger un plat chinois ou vietnamien que khmer. Mmh. Même si je vois aussi sur les réseaux qu'il y a énormément de restaurants maintenant khmer ou de la fast-food khmer qui se développe. Totalement. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Tu mets aussi en avant le fait que pendant longtemps, tu as caché en fait ton identité ou tu t'es considérée comme étant plus française que khmer. Et c'est quelque chose qui revient en fait assez souvent quand on parle avec des personnes ayant une identité autre que française. Je pense que bah, j'en suis aussi la première, puisque Mmh. étant algérienne, j'ai tendance aussi à masquer le fait que je sois algérienne, surtout en ces temps compliqués en France. Et c'est génial de voir que actuellement on voit de plus en plus de jeunes qui essayent de remettre en avant leur identité. On le voit maintenant sur les réseaux sociaux. On a plein de pages qui tentent de remettre en avant ce qu'on considère comme étant quelque chose de peut-être honteux ou quelque chose qu'on avait tendance à cacher. Maintenant, on comprend un peu plus ce que c'est que le Mali, ce que c'est que le Burkina Faso, ce que c'est que l'Afrique du Sud, ce que c'est que le Vietnam, le Cambodge. Et malheureusement, on a quand même on a un long chemin et on a de longs discours et de longues batailles devant nous pour essayer de faire accepter des choses qui auparavant n'étaient pas acceptables. Et on revient sur un point assez important que je trouvais ça quand même très honorable et que je voulais mettre en avant. Tu fais et faisais de nombreux volontariats, notamment à la pagode de Vincennes. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil là-bas, puisque honnêtement, ils mettent en avant pas mal de choses en lien avec la culture khmer. Et aussi, au sein de la pagode, donc il y a un temple bouddhiste qui aussi met en avant la culture khmer et la culture bouddhiste, qui est très importante, puisque c'est quand même la religion principale, si je me trompe pas, au Cambodge. Totalement, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois qu'il n'y a pas que des jeunes Khmers ou l'ancienne génération qui vient et qui affirme cette identité-là, mais tu vois aussi pas mal de personnes qui ne sont pas d'origine cambodgienne et qui viennent. Pour toi, quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu ressens? Alors moi, ce que j'adore avec les jeunes aujourd'hui, je parle surtout de la génération Z, c'est qu'ils ont pas peur, d'être vocales, en fait. Ils ont pas peur d'être fiers de leur culture, ils ont pas peur aujourd'hui surtout, dans un contexte de montée, d'extrême droite, de parler d'un contexte biculturel, je suis fière des Khmers, de présenter leur culture, notre nourriture, notre danse, notre musique et en fait, la pagode de Vincennes, c'est un lieu que je côtoie, depuis toute petite. Chaque année, en avril pour le nouvel an, bouddhiste ou le nouvel an TLC, donc thaïlandais, Lao, et Cambodge, mais c'est plus on faut plus dire nouvel an bouddhiste, qui vient tout simplement rassembler toute la communauté sud-est asiatique. On vient juste manger, écouter de la musique, danser et en fait, on est entre personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes traditions et c'est quelque chose dont on se rend pas compte quand on est quand on est au sein de notre foyer, on vit juste le truc, mais on l'imprègne pas, on comprend pas ce que c'est. Mm. Et quand tu passes plus de temps avec ta famille, tes aînés, etc., tu comprends mieux l'importance de ce que c'est de participer à ces événements pour les perpétuer en fait dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense que notre génération, donc la génération plutôt Z, on est la génération qui est décideur de si oui ou non la culture, en tout cas en France, au-delà des frontières, elle va se perpétuer dans le temps ou pas. Donc c'est nous qui décidons aussi également euh, la transmission de la langue qui a plus de chances de se perdre aujourd'hui parce que bah on habite en France,
on travaille, on parle français, à l'école, on parle français. Alors qu'aujourd'hui, je remarque que les jeunes, ils font beaucoup d'efforts sur ça. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent aussi d'aller au Cambodge pour vraiment s'imprégner de la culture, la vivre, même faire dormir à la pagode, être au contact des moines, voilà, pour se imprégner de la culture et faire une transmission fluide, on va dire, ici en France, par exemple. C'est ça, comme je suis française. C'est le C'est cas également aux États-Unis où il y a c'est ça. une grande communauté quand même. C'est génial puisque comme tu le remets assez souvent, la génération Z, pardon, a tendance à remettre en avant des choses qui Mmh. étaient tabous auparavant, des tabous peut-être en termes de culture, etc., qui n'étaient pas censés être masqués. Mmh. Et au final, on a tendance à vouloir remettre en avant des choses qui étaient considérées comme étant peut-être inutiles et qui n'étaient pas peut-être en lien avec une culture française qu'il fallait à tout prix adopter et aborder correctement. Et à ce moment-là, je trouve ça génial qu'il y ait une sorte d'événement en lien, donc à la pagode, en lien avec la culture khmer. Peut-être qu'on devrait aussi faire ça pour d'autres communautés pour Totalement. essayer d'ouvrir et faire comprendre qu'il n'y a pas que en Afrique, l'Afrique du Sud ou en Asie, la Chine ou la Thaïlande. Il y a beaucoup plus de pays qui, au final, ont énormément de points en commun, mais en même temps plein de points de différence. Donc, merci encore pour ce volontariat et j'espère te retrouver très prochainement à la pagode. Bien sûr. Je suis toujours là, moi. Voilà. N'hésitez pas à y aller. Donc, c'est pendant le Nouvel An bouddhiste. Donc, vous devez checker la plupart du temps sur les petits calendriers. Donc, c'est vraiment, je pense, en fonction de la lune, non? Non, pas du tout. Ok. Faut se renseigner sur le site directement de la pagode de Vincennes, parce qu'en fonction des disponibilités, souvent, on le fait pas le jour J, c'est peut-être décalé. Donc, Il y a aussi un ouais. événement en septembre, non? Si ça, Ouais, c'est ok. ça. Si tu veux en parler un peu plus, n'hésite pas. Bah, en septembre, on a la fête des eaux, on a également la fête des morts, qu'on célèbre beaucoup les défunts. Ça, ce sera plus autour de novembre, parce Ok. voilà, on célèbre beaucoup les défunts, bien sûr, parce qu'on a énormément cette culture du respect envers les aînés. Ok. Et c'est des célébrations qui sont hyper importantes pour nous. Donc, il y a des jours vacants au Cambodge. Et voilà. Par contre, ces fêtes en France sont beaucoup moins fêtées, Ok. contrairement au Nouvel An bouddhiste, parce qu'il y a moins d'événements, moins d'organisateurs, je pense, par rapport à ça. Mais ça commence petit à petit. Ok. Bah, Mm. n'hésitez pas à checker le site web de la pagode de Vincennes pour avoir plus d'informations sur ces événements. Donc, mon autre question maintenant, c'est pour parler de la réappréciation culturelle parmi les Mm. diasporas khmer concernant la musique, la cuisine, la danse, l'art. C'est une manière, en fait, plutôt de contrer l'oubli et de redonner une meilleure image et une image positive de la culture khmer qui a été longtemps invisibilisée. Beaucoup de Khmers de la diaspora France, Amérique, Canada, Australie utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux, comme tu l'as mis en avant, pour partager des danses, des recettes et des musiques. Et cette nouvelle visibilité s'oppose au silence et au tabou longtemps présents dans les familles après le génocide. Donc, il est nécessaire de rappeler que le Cambodge a subi un génocide atroce sous les Khmers rouges, donc dirigé par Pol Pot, en 1975, si je ne me trompe pas, et qui a fait des millions de morts et de nombreux déplacés en raison de leur identité culturelle, c'est-à-dire leur niveau de connaissance, l'art. C'était beaucoup d'intellectuels qui étaient donc ciblés. Et donc, pendant longtemps, de nombreuses générations ont fui et ont préféré passer sous silence la culture khmer, qui était à chaque fois identifiée à ce génocide. Chose qui, malheureusement, a longuement fait perdre en fait la connaissance sur cette culture très riche et importante. Et comment, pour toi, ce silence ou ce tabou autour du génocide s'est-il manifesté dans ta famille? Est-ce difficile de parler de cette histoire avec tes parents ou ta famille de manière générale? Et comment déconstruire, selon toi, le tabou du génocide dans les familles khmer? Pendant longtemps. Pendant des années, je pense qu'on comprenait pas pourquoi. En fait, les Asiatiques, on est souvent connotés à une certaine image. On sait pas ouvrir notre gueule. On est hyper réservé. On est hyper timide. Mais en fait, c'est ancré en nous. Si on remonte un peu les périodes historiques, le silence était une arme de survie pour nos parents. Donc, pendant le génocide, c'est des survivants. Ils ont pas fui, c'est des survivants. Ils devaient être réduits au silence pour survivre, sinon ils se faisaient tirer dessus. Enfin, toutes les atrocités qui s'est passées pendant les Khmers rouges. Donc, pendant des années, en fait,
au-delà de la culture, enfin, au-delà de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le génocide des Khmers rouges, les autres communautés asiatiques également, ils ont pas été très manifestants. Ils ont vécu justement avec le silence pour survivre, puisqu'ils ont dû faire face à de nombreux régimes coloniaux, dont les Khmers. Et c'est quelque chose que nous on comprenait pas aussi en tant qu'enfants d'immigrés de parents Khmer. On se disait mais pourquoi à chaque fois nos parents ils se disaient qu'en France fallait faire le max pour rester discret, fallait pas se faire remarquer. Et en fait quand on apprend plus sur ce qu'ils ont vécu, parce que aujourd'hui moi en tout cas personnellement avec mes parents c'est encore très dur d'en parler, parce que ça leur fait de l'hyperactivation émotionnelle. C'est plein de traumatismes qui sont pas soignés. Je pense que beaucoup de nos parents, en tout cas de cette génération-là, ils sont traumatisés, mais c'est aussi le jeu de la santé mentale. C'est pas encore très bien reconnu, en tout cas au Cambodge. C'est hyper banalisé. Et du coup, pour déconstruire la parole, c'est vraiment un long combat, parce que est-ce que ça sert à en parler? On l'a vécu, c'est dans le passé, pourquoi on devrait en reparler? Moi, j'avais parlé du film d'Angelina Jolie, de Betty Pan, D'abord, ils ont tué mon père. Ce film, je l'ai regardé, il m'a bouleversée, parce que ça retrace exactement ce que nos parents ils ont vécu. Et j'ai tenté de briser la parole à ce sujet avec ma mère, et elle m'a dit que elle voulait juste refuser de le regarder. À quoi ça servait de le regarder, puisque moi je l'ai déjà vécu. Donc, c'est un devoir de mémoire. Et c'est une longue phase d'acceptation, je pense, de leur côté également, et de notre côté aussi. On a un effort à faire, parce que ça brise les tabous. Ça permet de comprendre aussi pourquoi nous on est comme ça, parce que le peuple khmer il est hyper résilient, il est hyper courageux, et ça vient aussi de cet épisode hyper marquant. Donc aujourd'hui c'est hyper difficile. Il y a un long travail, c'est un long combat, c'est hyper difficile, mais petit à petit on y arrive, parce qu'il y a énormément d'aînés maintenant qui prennent la parole, qui participent au festival, à des conférences, à des tables rondes pour en parler, et je trouve ça hyper honorable, parce que c'est hyper dur pour eux. Penses-tu aussi que des artistes devraient mettre aussi plus l'accent sur la culture khmer, et aussi briser ce tabou-là du génocide, pour pouvoir en fait comme tu dis, un meilleur travail de mémoire? Par exemple, que ce soit un chanteur ou même en termes de danse, etc. Que penses-tu de la place importante de ces influenceurs, célébrités, qui pourraient peut-être aussi aider les enfants de cette nouvelle génération à briser ce tabou-là? Alors c'est le cas. Donc il y a un rappeur, je pense que tu connais, je t'en ai parlé, Oui. qui s'appelle Vanda, qui travaille énormément, qui travaille avec des artistes vraiment, on va dire, qui étaient marquants à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'il révolutionne un peu le paysage de la musique khmer, parce en fait, il mélange modernité et tradition. Donc c'est des il utilise beaucoup d'instruments traditionnels khmer, mais il va rapper. Et ça, c'est quelque chose de hyper ça a été hyper brusque pour même les aînés khmer. Quand on leur parle de rap, ils se disent mais c'est quoi ça? Mais au final, moi j'en parle avec mes parents, ils adorent. Et ce qu'il fait, c'est vraiment un point clé pour l'histoire des jeunes khmer, mais également du Cambodge, parce qu'il donne également de la lumière. Il a performé au JO, Oui. c'est pas n'importe quoi. Mmh. Il a porté une tenue vraiment sur mesure, avec les motifs khmer, ça c'est magnifique. Et en fait, ça, dans l'histoire, maintenant, on avance, parce qu'aujourd'hui, avec son crew, il fait un concert à Paris le 1er décembre. Je savais pas. Donc, moi, je serai là, bien sûr. Et ça, c'est historique, parce que maintenant, si tu nous demandais ça il y a 10 ans, il y a 5 ans, on disait que c'était impossible. Mmh. Parce que Mmh. on connaît rien de la musique khmer. Tu parles C'est avec vrai. des gens, on connaît pas. C'est quoi la nourriture khmer? C'est quoi les danses? Voilà. C'est plein de points qui reviennent. J'ai pu parler avec des personnes venant de cultures kurdes, iraniennes, et Mmh. aussi un peu plus africaines, subsahariennes, qui ont tendance aussi à mettre en avant ce que tu dis. On arrive à maintenant montrer ce que c'est que le Bénin, ce que c'est que le Mmh. Togo, ce que c'est que le Maroc, ce que c'est que l'Iran, à travers des artistes, mais aussi à travers des influenceurs. On a
tendance à critiquer énormément les influenceurs, disant qu'ils ont tendance à donner une mauvaise image, mais ils ont aussi un rôle très important pour essayer de déconstruire ces tabous et ces images où on a tendance à dire que le Togo, c'est le Ghana et le Bénin, parce qu'avant, ils ont eu une histoire assez commune, alors qu'au final, c'est deux cultures très différentes avec des ethnies complètement différentes. Aussi dire que Maroc, Algérie, Tunisie, c'est la même chose, sauf qu'ils ont quand même des identités totalement différentes. L'Iran également, on a tendance à le voir comme étant le pays du mal, sauf que l'histoire montre que l'Iran a été aussi le berceau d'une civilisation très importante. Et le travail en fait de ces influenceurs, de ces artistes permettent de mettre des mots sur des choses qui pendant longtemps étaient totalement oubliées ou totalement acquis en disant que c'était donc une invention complètement occidentale, comme certaines chansons, ou alors comme quand on va au musée, on se dit ah mais c'est magnifique, ça vient de quel pays d'Europe? Alors qu'au final, quand on discute et qu'on découvre un peu plus, on trouve des arts venant du Cambodge, notamment au musée Guimet, ou Totalement. alors au Louvre, on trouve pas mal de choses en lien avec l'Égypte. Donc voilà, je trouve que c'est très important et j'espère avoir des places aussi pour voir ce concert en Mmh. question. Et donc, on va aussi parler un peu plus de cet aspect culturel. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus parler de la danse ou alors de la mode? Je vois que tu mets assez souvent des accessoires ou alors des vêtements en lien avec la culture khmer. Donc, pour toi, est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est aussi une manière de montrer que c'est khmer et non thaï? Parce que, par exemple, c'est vrai que la danse et les tenues, les gens vont dire ah, ça fait plutôt effet Thaïlande et pas du tout effet Cambodge. Comme aussi les monuments, les temples, on a tendance à penser que viennent tous de Thaïlande, alors qu'au final, on a énormément de temples et les plus anciens viennent du Cambodge. Donc, quelle est pour toi cette importance de porter en fait tes accessoires et tes vêtements pour le Cambodge? C'est une très bonne question, mais du coup, je vais revenir sur ce que j'avais un peu dit avant, parce que pendant longtemps, on a voulu totalement éradiquer l'identité khmer. Aujourd'hui, on se rend compte de la richesse qu'on a, donc de nos danses traditionnelles, aujourd'hui qui est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est un art qu'on essaye de préserver parce que c'est un art qui a, pendant la période des Khmers rouges, qui a été totalement éradiqué, effacé. Tout ce qui était lié à l'art, les intellectuels, les chansons de Sin Samot, c'est des extraits en fait des radios qu'aujourd'hui on écoute. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé son corps, par exemple. Et ça c'est vraiment un peu brutal à entendre, mais même aujourd'hui, on essaye un peu d'effacer notre culture et en fait, quand j'entends que par exemple les gens disent que le tampon Angkor Wat c'est thaïlandais, ce que je vais dire, hein, ça va être polémique, hein, franchement, mais il y a eu la guerre des territoires. Il faut remonter en fait Mmh. juste dans l'histoire. Il faut juste donner le rendre les, enfin Savoir ouvrir un livre, regarder ouais, des documentaires, exactement. écouter des témoignages des personnes qui ont vécu à ces périodes-ci pour comprendre ce que tu mets en avant par rapport au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, par rapport au Ouais, temple totalement. qui se trouve, je crois, au nord-ouest. Au nord-ouest, Ok. exactement, vraiment à la frontière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en tout cas les jeunes, on essaye beaucoup de voilà mettre notre maillot du foot du Cambodge. Moi, je mets aujourd'hui le khmer, qui est vraiment symbole, le foulard en soie, en coton, de l'identité khmer. Maintenant, on ose mettre nos bijoux en or, alors qu'avant on le cachait plutôt. Donc c'est hyper important parce que souvent le Cambodge c'est hyper associé aussi à la Chine Mhm. parce qu'il y a énormément, il y a une grande présence sino-khmer en Chine parce que surtout depuis le Covid en fait, c'est eux qui construisent nos routes, nos bâtiments, etc. Mais il y a une immigration aussi hyper massive de la Chine et du Vietnam. Du coup, petit à petit, la culture khmer aussi, elle s'efface, même encore aujourd'hui. Et je pense que c'est notre devoir aussi de, de s'affirmer, d'être leader opinion, parce qu'on est nous-mêmes influenceurs, en fait. Mhm. C'est pas juste un métier, hop, enfin, c'est chacun est responsable aussi de ça pour répondre à la mission. Donc voilà. Et que penses-tu de l'appropriation culturelle de certains vêtements? Par exemple, je prends toujours l'exemple du dupatta, qui est perçu comme étant une écharpe scandinave, Ouais. alors que c'est totalement Asie du Sud et principalement Inde, Mm. Bangladesh, Pakistan. Il y a beaucoup d'appropriation culturelle également sur des vêtements totalement khmer.
il y a une bonne appropriation quand on arrive à mettre en avant et transmettre un message positif, mais aussi une appropriation qui a tendance à juste dire que c'est fashion, c'est magnifique. Donc c'est, enfin, je pense, scandinave, c'est européen. Que penses-tu de de cette nouvelle tendance En fait, c'est révoltant parce que depuis des années, nous, on se faisait un peu, bon, je dirais pas harceler, mais on se faisait critiquer, taper des mains parce on mettait l'écharpe scandinave aujourd'hui, alors que ça remonte en fait à la culture aujourd'hui hindouiste, et du coup indienne, pakistanaise. Et ce que les gens savent pas, c'est que la culture cambodgienne, elle est beaucoup plus proche de la culture indienne que de la culture chinoise. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte. Dans les motifs de nos vêtements traditionnels, c'est beaucoup proche de l'Inde, etc. Mais du coup, oui, pour revenir à ce que tu as dit, nous, on se faisait un peu taper du pied quand on mettait ça. Et aujourd'hui, maintenant, quand c'est des cultures occidentales qui les mettent, bah tout de suite, waouh, c'est magnifique. Maintenant, le foulard, enfin, l'écharpe scandinave, on le voit sur tous les sites. Pretty Little Thing, Bershka, enfin, je dis un peu tous les sites de fast fashion qui popularisent toutes ces toutes ces cultures, alors que nous, on se bat depuis des années pour en fait juste être accepté. Et moi, c'est un combat quotidien, hein, l'appropriation culturelle. C'est quelque chose aussi qui me parle, puisque je te pose la question, car moi, on a un accessoire qui s'appelle le cardoon dans ma culture. C'est donc un long tissu orange avec quelques motifs qu'on met en fait sur nos cheveux pour dormir avec, qui préserve en fait la texture de nos cheveux. On a tendance donc au final, quand tu te réveilles, ton cheveu est super lisse et sans fourche ni rien. Et j'ai revu ça très récemment sur Instagram, où il y a une influenceuse qui vient des États-Unis qui annonce cela comme étant sa trouvaille, sa découverte, et qui essaye en fait d'en faire la promotion comme étant son produit à elle et un produit typiquement occidental. Sauf que quand elle l'a présenté, c'était exactement le même produit que nous, on a depuis des générations. Et en fait, avoir vu ça, c'est quelque chose qui m'a longuement un peu frustrée, puisque, comme tu dis, c'était un produit que je mettais donc le soir, et aussi on pouvait sortir avec en journée. Et il y a eu des petites moqueries à ce sujet-là en disant: «Ah, t'as pas d'élastique, tu mets ça, tu mets un bout de tissu, tu peux très bien prendre le tissu enfin, un torchon de cuisine et faire la même chose, ça fera l'affaire». Et donc voir en fait cette idée-là de se dire que c'est ma trouvaille, que c'est occidental, c'est quelque chose qui a tendance un peu à me frustrer. C'est vrai que, par exemple, je peux aussi mettre des accessoires venant de certaines zones autres que ma culture. Par exemple, ces boucles d'oreilles ici, c'est une amie du Bangladesh qui me les a offerts et qui m'a dit: «Mais mets-les autant que tu veux parce que tu fais ton podcast et qui met en avant, en fait, une culture aussi qui est longuement oubliée. S'il te plaît, mets-les et essaye d'en faire la promo, etc.» Mais je trouve que voilà, il y a une bonne appropriation culturelle quand on arrive à mettre les mots et à mettre en avant que ça vient de telle ou telle communauté, mais il y a aussi une mauvaise appropriation culturelle qui se dit c'est occidental, c'est nous qui l'avons trouvé, donc c'est à nous. Et c'est quelque chose qui est aussi une longue bataille et qui me perturbe énormément. Et je pense qu'on se rejoint assez bien sur ce point-ci. Ouais, je pense que c'est aussi important de dissocier appropriation culturelle et appréciation culturelle. Exactement. C'est pas la même chose quand t'as des grandes entités qui reprennent des on va dire des objets culturels et qui disent que oui, c'est moi qui les confectionnés, c'est moi qui les créé, sans créditer tous les artisans derrière qui passent des heures à tisser, etc. Récemment, je crois que j'avais vu que c'était il me semble que c'était Louis Vuitton, si je dis pas de bêtises, qui alors je sais pas si c'est une campagne qui est ancienne ou qui est moderne, qui avait des foulards qui étrangement ressemblaient beaucoup au Kama. Bon. Et bien sûr sans créditation, sans travail derrière avec des artisans enfin voilà. Mais c'est ce qu'ils font également avec les tongs, disant que c'est aussi Louis Vuitton qui fait la promo d'une paire de tongs qui tu sais, c'est les fameuses tongs où il y a une sorte d'embout qui protège en fait le grand orteil. Ah oui. Et dire que c'est une création de Louis Vuitton, alors que quand tu vois ça vient pas du tout de là, et ça vient plutôt des pays d'Asie et des pays d'Afrique qui pendant longtemps portaient ce type de chaussures-là. Donc il faudrait peut-être créditer correctement les produits en question. C'est comme les sandales, c'est avec des dentelles et des oui, un peu de fleurs et tout, je sais plus qui reviennent énormément à la mode, mais ça vient d'où?
personne ne répond, quoi. Exactement. Faudrait peut-être mettre les bonnes accréditations quand même. C'est ça. Revenons à notre diaspora, à nos questions sur l'identité khmer. Il m'en reste 2 à te poser. Parfait. Voilà. Autant que tu veux. Peut-être que j'en aurai un peu plus en fonction de tes réponses. Alors, j'aimerais savoir si pour toi, quand on est enfant, donc oui, ou petit enfant de réfugié, est-ce que tu te sens, toi, investi d'une mission particulière dans la diffusion de ton identité khmer, mais aussi dans la protection en fait de ta famille, dans la préservation de leur mémoire et de leur culture? Je ne sais pas si ça a un sens la question, mais je vais tenter d'y répondre il comme je peux. Il n'y a pas de bonne ou C'est belle hyper réponse. touchy aujourd'hui, comme je t'ai dit. Ouais. En tout cas, avec les aînés, c'est hyper dur de mettre des mots dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de devoirs de mémoire qui sont faits dessus, mais ça part de témoignages, mais souvent les aînés ils veulent pas en parler. Et du coup, tout de suite, tu te dis dès l'enfance que tu es un peu responsable, que tu as une certaine responsabilité, que faut que tu parles à la place de tes parents, parce qu'ils ont du mal aussi à mettre des mots dessus. Mais d'un côté, ils veulent pas se faire remarquer. Ok, ils ont survécu à une guerre, mais ils veulent pas le mettre en avant parce que il y a pire dans la vie. En fait, c'est ce qu'ils disent. Il y a pire. On a survécu. Il y a pire. Sauf que tu dis, c'est toujours en fait la question de la santé mentale. Ils le banalise énormément. Et c'est des parents qui sont traumatisés, mais ça, tu leur dis ça, ils disent mais pas du tout. Il y a beaucoup en fait d'efforts de notre côté autour de la santé mentale qui doivent être reconnectés, on va dire, avec en tout cas le Cambodge. Là, je parle particulièrement du Cambodge, mais je pense que dans ton cas, c'est la même chose. Oui, oui. C'est Mes parents n'en parlent pas du tout. C'est un sujet, ils en parlent pas, ils savent pas s'ils sont en dépression. C'est ça. L'aspect psychologique est très, très banalisé, très tabou, même pas du tout connu. Quand on dit qu'on est déprimé, on a tendance à penser que c'est juste de la folie passagère. Ou de la tristesse exactement. éphémère. Ou alors c'est à cause du téléphone. Exactement. Ouais, t'es trop sur son téléphone. Exactement. Mais oui, ma mère, quand elle a essayé de m'en parler au moins une fois, elle était en panique, elle se mettait limite à pleurer, elle avait des frissons. Donc c'est pour ça que j'ai aussi arrêté d'en parler et essayé d'étudier de mon côté. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime beaucoup écrire des articles, puisque j'essaie de mettre en avant des choses qui ont longuement fait souffrir mes parents et qui n'arrivent pas en fait à mettre les mots dessus. J'entends beaucoup sang, décapitation, fuite, etc., mais sans jamais comprendre pourquoi et comment. Mais comme tu dis, c'est aussi mettre les mots et faire comprendre qu'avoir être affecté psychologiquement n'est pas aussi quelque chose qui est honteux pour nos parents aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ça que j'en parle énormément avec plutôt nos amis de même âge et plutôt en général des personnes racisées, parce qu'ils se reconnaissent énormément dans tout ça, parce que souvent c'est leurs parents, ils ont aussi survécu à une guerre, ils ont fui des guerres, et du coup on se dit qu'on est un peu responsable parce que on veut en fait briser le tabou autour de la santé mentale. On veut aussi faire reconnaître la résilience de notre peuple, parce que le Cambodge c'est un pays qui est énormément réduit au génocide des Khmers rouges, mais on oublie tout ce qu'il y a autour. On oublie tout ce qui est l'artisanat, comme j'ai pu dire, et c'est tous ces aspects qu'on essaie de montrer en fait, à travers les événements, à travers la musique, à travers les films qu'on peut produire, les livres, donc voilà. Et donc l'autre point, c'est que tu as voyagé récemment, donc je crois en 2020, quelque chose comme 2022. ça, au Cambodge, c'est ça. Ouais. Voilà. Quel a été ton ressenti? Comment t'es-tu sentie? T'étais sentie chez toi? Ou t'es-tu sentie encore étrangère dans un pays qui est censé être le tien? Et aussi, est-ce que tu as pu aussi en apprendre davantage sur cette culture khmer, sur aussi développer ton langage, parce qu'on parle une langue qui parfois peut être un peu cassée, puisqu'on essaie de mélanger un peu de français, puisque le français est devenu notre langue maternelle, techniquement. Donc, comment a été ton voyage? Si tu peux m'en parler un peu plus, quel a été ton point de vue, ce que tu as pu voir, et puis voilà. Ouais. Alors moi, c'était mon deuxième voyage au Cambodge, donc en 2022, et le premier s'est fait en 2006. Donc j'avais 6-7 ans et je m'en rendais pas vraiment compte, hein. J'étais toute petite. Alors j'allais au Cambodge, je vivais le truc, mais je me rendais pas vraiment compte des choses. Et y retourner des années après,
c'est aussi voir un pays qui s'est totalement transformé parce que ça n'a rien à voir avec mon premier voyage. C'est devenu hyper moderne, des gratte-ciel, enfin c'est devenu propre. Enfin c'est vraiment hyper structuré aujourd'hui et c'est un voyage qui a un peu bouleversé ma vie, je dirais aujourd'hui parce que c'est là que je me suis rendu compte c'était quoi la vie en fait. Et pour moi la vie c'est la famille, c'est on se retrouve, on est 40, on mange par terre avec les mains, nos plats, toutes ces saveurs, ces épices. Pendant des années, on a essayé de dire non à la culture cambodgienne, ça mangeait que du riz blanc, la soupe et voilà quelques protéines, mais vraiment hyper maigres. Et aujourd'hui, quand tu vois tout ça, t'es en train de te dire mais quelle culture incroyable. Il y a aussi vraiment la culture de la paix, essayer d'être en paix avec soi-même au maximum. Donc ça découle bien sûr de la religion qui influence tout le pays, même s'il y a aussi une grande communauté aussi chrétienne mais également musulmane. On n'en parle pas assez. C'est en fait c'est là que je me suis rendu compte que vraiment le peuple khmer c'est un peuple qui aime rigoler, qui aime sourire, rendre les autres joyeux, juste rester en famille, manger, danser, boire pour ceux qui boivent, chanter, karaoké à gogo et c'est tout. Et pendant, enfin, juste après ce voyage, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. Est-ce que j'ai envie de vivre en France? Est-ce que j'ai envie de vivre au Cambodge? Et bah aujourd'hui, je me pose toujours la question, hein, honnêtement, parce que c'est pas un choix hyper facile à faire, mais bon. En France, je me sens pas française, mais au Cambodge, je me sens pas cambodgienne non plus parce que moi, ma famille ils me disent que je suis française. Hein, ils me disent pas que je suis cambodgienne parce que je parle pas couramment la langue. Quand je le parle, il y a mon accent français. Personnellement, moi, je parle mieux anglais que khmer. Non, je comprends amplement ce que tu dis. Toi, je pense totalement. Et que ça soit dans une façon de s'habiller, ça se voit directement que je suis pas une khmer née sur le territoire khmer, plein de choses comme ça. Et du coup, bah, je dirais que tu te dénotes du pays et direct on te classe dans cette dans une autre catégorie. Donc, mais d'un côté, tu peux pas trop leur en vouloir parce que tu ne leur ressembles pas entre guillemets. C'est ça. Ouais. Mais c'est aussi notre force aussi d'être biculturel, d'avoir une identité biculturelle. Ouais. On prend aussi les avantages des deux côtés. Ah, je te comprends entièrement dessus. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée en Algérie. La dernière fois, c'était en 2013. Donc ça remonte très longtemps. C'est pas pour c'est plutôt pour des raisons assez économiques parce que pendant les dernières années du précédent Bouteflika, les billets d'avion étaient excessivement élevés. C'est aussi lié aux tensions franco-algériennes. Donc toujours pendant les présidentielles. Exactement, c'est la relation avec la France. Ah non, mais là, la relation avec la France, c'est vraiment un sujet où on peut en parler pendant longtemps et longuement, mais ça a été compliqué. Mais c'est vrai que par exemple, quand j'y suis allée en 2013, de mes derniers souvenirs qui me restent, j'étais perçue comme étant la française, puisque comme tu dis, moi ma langue, je la parle de manière très cassée, avec un énorme accent français, sachant que moi ma langue normalement maternelle est censée être amazigh, donc le kabyle, et non pas l'arabe. Les gens ont tendance à penser Algérie arabe, alors que c'est absolument pas le cas. L'arabe est censé être ma deuxième langue, puisque mes parents ont étudié en Algérie, donc l'arabe a été la langue aussi inculquée, et aussi le français. Donc j'ai vraiment 3 langues mélangées ensemble, et à la maison c'est vraiment 3 langues de parler. Mais quand je vais me mettre à parler avec quelqu'un d'origine algérienne, de culture amazigh ou alors de culture arabe, je vais avoir un énorme blocage puisque mon accent va ressortir et des fois on me fait un petit peu le petit pic parle français c'est mieux parce qu'on ne comprend pas. Et comme tu dis, moi je parle mieux français ou encore ça dépend anglais que le kabyle ou l'arabe, et c'est quelque chose qui est aussi un peu frustrant parce que c'est pas non plus mon choix de ne pas parler correctement mes 2 langues. C'est aussi mes parents qui ont se sont longuement battus pour que me sente intégrée en France. Donc parler français était obligatoire.
les documents administratifs, je pense que tu sais de quoi je parle. Donc, c'est en français, donc c'est à toi de les Nos remplir. 8 ans. Voilà. Donc, c'est devenu un mécanisme où parler français était même obligatoire. Et c'est vrai que quand j'y suis retournée en Algérie, donc j'étais un peu perçue comme étant une Française et j'ai été longuement mise de côté parce qu'aussi il y a les mentalités qui changent et qui sont pas les mêmes en fonction de ton éducation, pardon, même si tes parents t'inculquent ton éducation pour toi khmer et moi algérienne. On a aussi un moment où il y a aussi un aspect français qui prend le dessus de temps à autre. Et ce qui fait que, par exemple, quand tu vas réfléchir sur certains points, sur certains sujets, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec, par exemple, mes cousins ou même des voisins en Algérie. Et ça a été le cas lors de mon voyage aussi en Irak, où quand on m'a vue, c'est « Oh, l'étrangère, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourquoi tu viens là alors que tu es française ?» Et quand j'essaie de leur expliquer que non, c'était pour des raisons aussi professionnelles, mais aussi pour apprendre un peu plus et déconstruire l'image que l'Irak est un pays dangereux, euh, ils ont été agréablement surprises de voir qu'au final, quand tu t'intéresses correctement à un pays, comme toi avec le Cambodge et d'autres pays, ou moi-même avec l'Algérie ou d'autres pays sur lesquels je travaille et étudie, et ben là, les gens ont tendance à s'ouvrir, à apprécier en fait ton ouverture d'esprit et aussi ont envie de t'apprendre la chose à travers la nourriture. Et c'est de là où je comprends que la culture passe aussi par la nourriture, mais passe aussi par les vêtements et passe aussi par la langue. Des facteurs qui sont très importants et qui se perdent un peu plus aujourd'hui à cause de cette idée de vouloir à tout prix parler correctement français et anglais ou alors espagnol si jamais on veut voyager. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma dernière question pour toi, c'est si tu pouvais transmettre une seule chose à travers tout ce que tu fais, et ce que tu m'as aussi mis en avant, ce serait quoi? Globalement, c'est un peu un paradoxe, mais je dirais ce serait de ne pas avoir peur du regard des autres. Donc ça a plusieurs sens parce que bien sûr nous depuis petit on dit toujours de faire très attention au regard des autres, surtout que la communauté asiatique elle est hyper communautaire contrairement à la culture occidentale qui est plus individualiste, plus on s'en moque du regard des autres alors que en Asie c'est on prend beaucoup l'avis des autres familles, des personnes que tu connais même pas. Et aujourd'hui ce serait vraiment de ne pas avoir peur, de s'affirmer, de sa culture, de oui je mange avec les mains, oui je peux manger des choses, des tripes qu'on mange pas en France. Il faut pas avoir peur, être fier, c'est ne pas avoir peur de prendre la parole, d'être leader d'opinion à ce sujet et de vivre l'expérience bien sûr. Et du coup si t'as peur tu peux pas faire ça parce que tu penses forcément au regard des autres, qu'est-ce que les gens ils peuvent penser. Moi quand j'avais commencé le bénévolat j'avais un peu peur qu'on me dise ah ouais la fameuse blédarde c'est bon qui s'éloigne de ses potes et qui essaie juste de traîner qu'avec des Khmers alors que pendant des années on m'a un peu refusé pour cette identité. Donc ouais globalement ce serait un peu le message que j'essaierais de faire passer, c'est franchement vivez le truc quoi, enfin hyper bateau mais pas avoir peur du regard des autres même si pendant des années on a essayé de vivre avec cette idée là et voilà. C'est génial et c'est pour ça que j'ai voulu parler avec toi puisque c'est vrai que tu es quelqu'un qui a tendance à être très vocal sur ces questions-ci. Sur tes réseaux sociaux, tu partages énormément de choses avec la culture, mais l'actualité aussi. Totalement, ouais. On dit cambodgienne, c'est ça? L'actualité cambodgienne et pas khmer. Ok. Tu peux dire khmer. La culture, l'identité, mais aussi l'actualité, c'est quelque chose qui, pour moi, était très important et c'est la raison pour laquelle aussi je t'ai contactée puisque je pense que parmi un grand groupe d'amis, tu es celle qui est la plus, qui met plus en avant en fait son identité et je trouvais ça génial. Et c'est cool alors. Et donc voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc c'est la fin de Voices and Mosaic, donc Voix Mosaïque. On reviendra la prochaine fois avec un nouvel épisode, donc restez connectés. Merci. Merci.